Voilà, alors moi, un peu comme toi, je vais vous raconter ma vie. Moi, voilà, je vais vous raconter un chemin plus que quelque chose que j'ai réussi, etc. Voilà, je vais vous raconter ma vie en espérant qu'il y a des moments où vous puissiez, bah, ça puisse vous inspirer, vous nourrir, etc. Mais j'ai pas un modèle. Tu as parlé d'Ulteria, voilà, c'est aussi un chemin d'expérimentation sociale, on va dire sur l'entreprise qu'on a entrepris. Donc moi je suis de Lille, je viens d'une famille, bon, j'ai Scout d'Europe, c'est quand même le cas, un bourgeois catholique, voilà, assez idéaliste. Donc je suis rentré au Scout d'Europe. Voilà, j'ai fait aussi le parcours scout, routier, et puis chef de troupe. Euh, voilà. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur agricole, donc une petite école toute simple, sans prépa. Voilà. Moi, je ne sais pas parmi vous, mais je divise un peu le monde en ceux qui ont fait la prépa et ceux qui ne l'ont pas fait. Et pas prépa interne, hein, prépa externe. Parce que je pense que c'est un moment où on se pousse. Il y a un copain qui m'a dit, c'est là où le moment où j'étais le plus intelligent. Et je pense que c'est vrai, on se pousse très très fort. Après, ça a plein peut-être de désavantages. Voilà, donc mais moi, j'ai pas fait ça. Une petite école toute simple qui s'appelle l'ISA, où j'ai rencontré mon associé Sébastien. Suite à ça, grâce au scoutisme, j'étais à l'abbaye d'Ourscan. C'est une abbaye dans l'Oise. Je ne sais pas si les scouts y vont encore beaucoup, mais alors, en tout cas, à l'époque, c'était très à la mode et on y allait beaucoup. Et il y avait un prospectus un peu comme celui-là pour une association qui s'appelait plutôt, parce que je crois que c'est en train de tout doucement mourir, qui s'appelait Point Cœur et qui parlait d'enfants qui étaient dans les bidonvilles, dans les endroits un peu durs et qui proposait à des jeunes de devenir une présence d'amour, donc d'aller vivre en communauté avec une vie de prière pendant minimum de 14 mois à 2 ans. Moi, j'ai fait 2 ans. Qui proposait d'aller vivre là-bas. Voilà, donc je suis parti en bidon. Donc c'était à 16 ans, c'est assez marrant. C'était à 16 ans, je lis le prospectus, je me suis jamais posé de question, je me suis dit, je termine mes études et j'y vais. Mais pas du tout, pas réflexif, quoi, pas là. Et j'ai jamais remis ça en cause, donc j'ai terminé mes études. Et je suis parti en Colombie à Bucaramanga, j'ai passé 2 ans là-bas, dans cette petite maison. Voilà, c'est très, 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 très marquant, dans le sens comment dire, voilà, de vraiment connaître ce que c'est que la vie de 50% de la planète, hein, parce qu'on dit la vie des pauvres, mais en fait, là où j'étais, je pense qu'il y a, je sais pas, 50%, 40% des gens qui vivent comme ça, de la planète, voilà, de sentir qu'on est des vrais nantis. Ce que tu disais, est-ce qu'on doit donner ce qu'on a reçu? Moi, j'aime pas trop les injonctions de devoir, mais en tout cas, il y a une réalité qui fait on est vraiment privilégié. Et qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et à chacun de se poser cette question. Enfin, chacun peut se poser cette question. En rentrant de ces 2 années, voilà, alors faut vous imaginer, moi je suis parti, je suis comme un vieux machin, moi je suis parti, il n'y avait pas les téléphones portables. Et dans mon école d'ingénieur, à un moment, il y a l'Internet, on avait entendu parler d'Internet, et j'étais allé voir mon responsable informatique pour lui dire, bah, nous, quand est-ce qu'on a Internet? Et il m'a dit, jamais, ça ne sert à rien. Donc, un grand visionnaire que le responsable informatique de mon école. Donc pas Internet et pas de téléphone portable. En 98, je suis parti, ça n'existait pas. Je rentre en 2000, je vois tous les copains avec un truc là. Je me dis, ils sont complètement tarés. 3 mois après, j'avais le mien et voilà. Et je peux plus m'en passer, hein, malheureusement. Voilà, donc je me mets à rechercher du travail parce que peut-être comme vous, peut-être que vous en avez déjà trouvé. Mais voilà, mes copains ils bossaient depuis 2 ans. Moi, je rentrais d'humanitaire, donc très engagé, etc. Et du coup, je suis allé bosser chez L'Oréal. Donc, j'ai fait un peu vraiment un grand écart de sens, on va dire. Voilà, alors j'ai passé 5 ans. Et à un moment, quand je faisais de temps en temps, je faisais des petits speeches comme ça. J'avais tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en fait, non. En fait, après, je me suis dit non, mais c'est pas juste. En fait, j'ai appris vraiment des choses, de très belles choses dans cette boîte. Notamment, maintenant que je bosse dans une PME, dans les grands groupes, comment dire, l'excellence qu'on attend des gens, l'exigence. Ok, on est bien payé. Mais alors, ça rigole pas tellement. Il faut produire un point, c'est tout, quoi. Et je pense que si jamais vous faites un passage dans un grand groupe, il y a sûrement plein de choses. Si vous êtes scout, vous avez un peu d'idéal, etc., sur l'homme, l'humanité, etc. Des choses qui vont pas vous plaire, mais il y a quand même des choses à prendre qui sont cette exigence. Et cette exigence que maintenant, vu mon parcours, je rapproche de l'écologie.
C'est-à-dire l'écologie, la sobriété, il y a souvent, il me semble, hein, dans les PME ou dans les assos ou dans les diocèses, dans les évêchés, etc., un espèce de faux mélange comment dire, de j'accepte tout, il ne faut pas trop se pousser, etc., il faut respecter la vie de famille, etc. Évidemment, évidemment, il faut respecter tout le monde, mais les gens ne sont pas à leur place, etc. Et du coup, il y a une espèce de gros gâchis. Et ce gâchis, pour moi, c'est un gâchis d'énergie, d'argent, de temps. Il est pas juste, quoi. Il est pas juste. Et attention, enfin, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais vous me direz ça tout à l'heure. Donc, je fais 5 ans là-dedans avec des moments où un peu plus dur que d'autres, au niveau du sens. Et ça, ouais, vraiment, c'était dur. Je me rappelle moi, je m'occupais je suis arrivé, donc je rentrais de mon bidonville, de œuvre de compassion, et on m'a demandé de m'occuper du lancement du maquillage de Giorgio Armani. Je me rappelle, je suis allé chez Sephora voir ce que c'était un gloss, un machin, parce que je ne savais pas ce que c'était du coup tous ces bazars. Et j'étais dans l'usine, j'étais en relation avec le marketing et on a réussi le lancement. Du coup, j'étais invité à Milan au lancement. Et puis, on était dans la salle, tous bien habillés, etc. À l'époque, il y avait encore les cravates. Non, c'est plus de mode. Mais nous, on était obligés de mettre une cravate. Donc, on avait le cravate, le costard, etc. Le verre de champagne à la main. Et puis, la lumière s'éteint, roulement de tambour, la techno à fond, etc. Et on nous dit, on entend le micro qui dit on accueille notre star. Et alors moi j'étais tout content, je me dis on va voir Giorgio Armani, je vais raconter ça à mes potes en dîner, ça va être, voilà. Je vais avoir mon petit succès. Et puis la lumière s'éteint, tout s'arrête, il y a un projecteur qui se truc, et il y avait un espèce de petit podium, et dessus il y avait un rouge à lèvres, et ça c'était la star. Un rouge à lèvres personnifié. Donc là, moi, je me rappelle très bien, ça faisait 6 mois que j'étais dans la boîte et j'ai pris une. Vous savez, quand il y a un truc quand il y a le froid qui descend de là jusqu'à là, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Du coup, je me retourne vers mes copains en disant, bah, ils ont de l'humour. Chez L'Oréal, ils ont de l'humour. Et puis, je me retourne et en fait, non, tout le monde trouvait ça normal. Voilà. Donc, j'ai eu des désalignements comme ça aussi sur le management. Le management, il y avait mon boss qui m'aimait bien, qui m'avait expliqué. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il me disait? Ah oui, il me disait un cadre, c'est comme un citron. J'ai dit, ah bon? On me dit, oui, tu verras, tu fais l'expérience. Tu prends un citron ce soir en rentrant chez toi, tu le coupes en deux, tu le presses. Il dit, à un moment, il n'y en a plus. Et tu crois qu'il n'y en a plus. Il dit, tu le mets dans le frigo et tu vas te coucher. Le lendemain matin, tu te réveilles, tu prends le citron, tu verras, tu presses. Il me dit, il y en a encore. Donc voilà, donc c'était. Je vous dis, si jamais vous bossez, il y en a peut-être déjà qui le font. Hein. On peut avoir tendance à tout jeter parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pas belles quand même, je trouve. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, c'est en tout cas une bonne expérience. Au bout de 5 ans après, alors moi je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. En fait, je n'ai aucune idée de métier. Je ne savais pas quoi faire. J'ai été pris chez L'Oréal, je suis rentré. C'était la logistique parce que la logistique, je m'étais dit, logistique, il faut être démerdard. Moi, je suis démerdard. Et ça avait marché à peu près. Mais moyen, je me retrouvais un peu dans ton truc. J'avais l'idée d'avoir une vie vachement sympa, etc. Et dans le boulot, ça allait, quoi, mais c'était pas top. Et je trouvais pas ce que je voulais faire. Et surtout, je voyais bien que là où on voulait les profils de carrière chez L'Oréal, quand on rentrait dans l'industrie, ils voulaient tous être directeurs d'usine. Ils étaient prêts à se massacrer pour ça. Et moi, directeur d'usine, ça ne me disait rien du tout, quoi. Je me dis, merde, je suis dans une voie là, c'est quand même pas la bonne. Il y a les RH qui me disaient, mais c'était trop tard. Et du coup, je suis allé. Voilà, et en même temps très ouvert à tout ce qui aux expériences, etc. Et un jour, j'ai un copain qui m'appelle et qui me dit, viens, prends une RTT, on va aller voir mon oncle. C'était son parrain, il a repris une boîte. À Nantes et il veut bien qu'on fasse un Vie ma vie. Ça n'existait pas encore, ce truc-là, sûrement. Mais en tout cas, il veut bien, on le suit pendant une journée. Et comme tous les deux, on était fils de salariés, enfin voilà, tout à fait standard, pas du tout entrepreneur. Moi, mon papa bossait à Auchan, maman était mère au foyer, voilà, tout simple. Et il m'a dit, bah, on va aller voir ce que c'est qu'un entrepreneur. Je dis, bah oui, pourquoi pas. On passe la journée avec lui. Et là, moi, ça m'a fait, mais cling,
cling, cling, cling. Je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien. Il venait de racheter une boîte et je me dis, il m'expliquait un peu le rachat, comment ça se passe, que c'est un LBO, une holding, un machin. Enfin bref, puis je vois ce qu'il fait pendant la journée, hyper intéressant, hyper diversifié. Voilà. Et je suis rentré de cette journée en me disant, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux reprendre une boîte. Et le lendemain, je suis allé voir les RH de L'Oréal. J'ai dit, je voudrais partir. Comment on fait? Et ils m'ont dit, ah bon? Je dis, ton patron est au courant? On dit non. Non, non, mais je m'en fous, je veux partir le plus vite possible. Ah bon? Bon, on fait comme ça. Donc on a fait un abandon de poste. Enfin bref, je me suis arrangé comme toi pour avoir les acédiques. On dit plus ça, on parle de chômage. Et voilà, et je me suis mis à la recherche d'une entreprise à reprendre. Entre-temps, je m'étais marié avec Clotilde. Maintenant, on a 4 enfants, 19 à 11, 2 garçons, 2 filles. Et Clotilde, on était à Paris à ce moment-là. Clotilde, elle est originaire de Vézelay. Alors, si vous êtes scout, au moins les garçons, vous êtes peut-être déjà allés. Voilà. Puis les filles, c'est quand même un peu connu en milieu scout. Vous voyez où c'est? Ouais. Voilà. Donc, elle était originaire de Vézelay et à un moment, elle m'a dit qu'elle adorerait, voire qu'elle voulait, voilà, qu'elle adorait retourner à Vézelay, habiter à Vézelay. Et du coup, moi, j'ai plus trop réfléchi. Je me suis dit, moi, si je veux reprendre une boîte, j'ai bien compris quand même que je vais bosser. Donc, du coup, si ma femme et mes enfants sont bien, pourquoi pas. Après, quand même, grand saut dans l'inconnu, parce que citadin de Lille, arrivé à Vézelay, vous voyez, enfin, on a vécu ça, moi aussi, je l'ai vécu pendant le scoutisme, mais c'est quand même une zone, c'est semi-désertique. Zone de revitalisation rurale, voilà, on est vraiment, on est bien dans la campagne. Donc, on s'est installé là-bas, j'ai tracé une heure autour un compas, une heure autour de Vézelay en me disant, il faut que je trouve une boîte. Voilà. Encore un peu basique. J'ai fait société.com, là il y avait Internet. J'ai regardé tous les dirigeants qui avaient plus de 50 ans. Je suis allé voir tous les experts comptables, un gros truc de laborieux, quoi. Et je me suis fait connaître partout, la CCI, en disant je veux reprendre une boîte. On me regardait comme ça, j'avais 30 ans, 60 000 balles, et puis jamais été dirigeant. Enfin bref, et j'avais un autre copain, Sébastien, qui a fait des études avec moi, qui est aussi parti à Poincoeur, qui lui n'a pas fait L'Oréal mais Auchan, et qui avait fait, je vous ai dit, nous on a fait une petite école d'ingénieur, on ne s'est pas trop poussé pour les études, et lui, moi ça m'allait très bien, mais lui il a toujours eu cette frustration de pas être allé, il trouvait qu'il ne s'était pas poussé, du coup il a voulu faire un MBA, et il s'est dit je vais essayer d'être pris à l'INSEAD, qui est un MBA de Fontainebleau, qui est plutôt haut de gamme, et il a été pris. Donc il a fait son MBA, il était tout content, comme ça il avait coché la case, c'était important pour lui, et ça nous a servi après pour le boulot, on apprend quand même des choses intéressantes pour le business. Et lui cherchait en même temps à créer, à reprendre, etc. Je vous passe les détails, on s'est associés. Pour reprendre en 2006 une entreprise industrielle, une menuiserie, il y avait 30 personnes à l'époque, qui s'appelle Mobilewood et qui faisait pas mal de choses, mais beaucoup, une activité principale qui était l'agencement de points de vente écologiques, c'est-à-dire du mobilier pour les magasins bio, en gros. Enfin, nous, on l'a orienté comme ça après. Mais au départ, il faisait des fleuristes, des libraires, etc. Le patron avait à cœur, il y avait déjà l'écologie en tête, et comment est-ce qu'on rend les lieux de vente, qui sont aussi des lieux de vie, sains et écologiques. Donc 2006, on rentre là-dedans. Je me rappelle très très bien, si jamais il y a un jour qui sont tentés par l'entrepreneuriat, la reprise, c'est quand même... Enfin, la création, c'est génial, mais la reprise, c'est bien aussi. Ça permet quand même de gagner un petit peu de temps. C'est beaucoup plus risqué. Non, c'est assez risqué aussi, comme la création. Mais enfin bref. Mais c'est assez surprenant dans le fait, c'est-à-dire qu'à 30 ans, on n'a rien du tout et on signe un chèque chez un avocat, on fait l'ordre de mouvement par Internet, on appelle la banque, et en une seconde, la propriété de la boîte passe chez vous. Et quand on a 30 ans, on ne s'en rend pas trop compte, mais en fait, c'est beaucoup la propriété d'une boîte. C'est les contrats de travail, c'est la responsabilité de l'usine, de la sécurité, etc. Donc à 30 ans, on avait pris ça, on avait payé la boîte 1,2 million, avec un gros effet de levier. On avait mis 180 000, dont 60 000 euros de mon père, qui a repris 2 ans après, pour acheter 1,2 million. Donc voilà, alors là, c'est des effets un peu pervers de la finance, mais ceux qui ont des questions spécifiques,
y revenir, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Donc on a repris la boîte et 31 juillet 2006, on se retrouve sur le parking tous les deux. On arrive en voiture et on était comme ça, quoi. Voilà, on était comme ça. Vas-y. Vous connaissiez les gens? Ah non, pas du tout, non. Ah non, non. Alors moi un petit peu parce qu'en fait j'avais passé presque 10 mois un peu à aider parce que le gars qui vendait la boîte, il y a souvent une notion de... C'est assez rare, enfin les gens quand ils vendent leur boîte, surtout des boîtes industrielles, où c'est très concret, on a des ouvriers, on les connaît, il y a des histoires. Souvent ils veulent vendre à quelqu'un qu'ils aiment bien, et moi j'avais eu une espèce de... Il m'avait pris un peu pour son fils spirituel. Donc pendant 10 mois j'étais un peu consultant pour lui, je travaillais un peu, je connaissais un peu les gens, mais pas du tout dans ce... Non, assez peu, non. Assez peu. Non, non, on arrive, c'est un moment assez particulier. Hein. Salut, c'est moi le patron. Donc aussi, on fait un discours. Ouais, alors Sébastien me dit, c'est toi qui parles. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on va dire? On avait décidé de réunir tout le monde et de faire un... Là, on avait eu une bonne idée. On avait fait un tout petit truc, quoi. Bonjour, on est content d'arriver au travail. Non, mais on va se mettre à travailler, quoi. Mais pas de... Voilà, posture basse. Là, je pense que les scouts ont beaucoup aidé, hein, sûrement. Mais vraiment, posture très basse. On s'est réparti le boulot de manière assez simple. Moi, je ramenais les commandes signées. Donc, je m'occupais du chiffre d'affaires et Sébastien, il s'occupait du reste. Donc, c'était très, très basique. Ta question, elle me fait penser à comment est-ce qu'on fait alliance avec les collaborateurs. Et pour nous, c'était une vraie question. On arrivait de la ville, on reprenait une boîte avec des gens vraiment du cru, avec sur 30 personnes, 20 en prod et 10 dans les bureaux. Et comment est-ce qu'on... Alors on a essayé plein de choses, parce que c'était important pour nous de faire alliance, moi maintenant j'appelle ça. Donc on s'est dit, on va les inviter au resto. Donc on les invite au resto, qui s'inscrit? 5 inscrits. Oh, c'est bon, d'accord. Du coup, on a fait resto obligatoire. On a essayé plein de resto obligatoire. Il y en a qui étaient en panique parce qu'ils étaient jamais au resto. Il y en a qui ne sont jamais allés à Paris. Hein. Enfin, tu vois, on est vraiment dans... Voilà, on n'est pas loin du Morvan. Il n'y en a pas 50 000, il y en avait 2. Bruno qui vivait avec sa maman, etc. Enfin bref. Et puis au resto, on voit arriver des gens. Il y en a qui étaient... Enfin, ils s'étaient habillés comme pour un mariage, quoi. Je me rappelle la communauté portugaise. Enfin, bref, on s'est pas mal planté dans ces trucs-là, d'essayer les apéros, les trucs, etc. Et en fait, je vais vous dire, en fait, on a réussi le jour. C'était à peu près 10 mois après qu'on soit arrivé. C'était en juin donc 2007, enfin début de l'été 2007. C'était la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis. Je sais pas si vous... Et là, je sais pas ce qui nous a piqué, machin. On s'est dit, nous, on est Ch'tis, et ben, on va leur faire des frites. Donc, et là, c'était simple. Hein. On a fait faire agir une baraque à frites, on l'a mis sur le parking. On a fait venir des patates du Nord parce qu'on voulait des bonnes patates. On a fait venir des fricadelles en chronopost. Fricadelles, c'est les saucisses dégueulasses, là, c'est immangeable. Et puis on a épluché les patates sur le parking tous les deux, mais sans calcul, hein, vraiment. Les patates tous les deux, on a fait la première cuisson à 70, 170, 10 minutes, je vous donne un bon truc là. Et ensuite, c'est prêt pour la deuxième question, 2 minutes à 190. Ça, c'est très très important. Et donc après à midi, là, c'était le... Ça, je ne sais plus s'il y a une cloche ou pas chez nous, non, je ne pense pas quand même. Mais la prod est sortie, on avait mis les tables, etc. Et puis on leur a fait des frites et puis barbecue. Et là, il y a eu un espèce de... Ça y est, on a été de ce truc de... ils ont confiance en nous. Ça fait déjà 10 mois qu'on était là. Ils avaient confiance en nous, on avait confiance en eux. Enfin voilà, quelque chose de sympa qui s'engageait. Première partie de vie entrepreneuriale très 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 concentrée sur l'économie. Je dis, on a racheté une boîte 1,2 million en mettant 160 000 euros. Il faut rembourser le prêt sur 7 ans. Ça veut dire qu'il faut que la boîte elle crache à peu près 200 000 euros par an avec les intérêts. Et on pensait avoir acheté une boîte rentable et en fait assez vite on s'aperçoit qu'en fait elle perd de l'argent. Voilà, avec un bilan, si jamais vous reprenez une boîte, vous verrez, on fait quand même pas mal de choses, surtout quand il y a une production. Avec les stocks, on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, on pensait qu'elle gagnait un peu d'argent, en fait elle en perdait. Et du coup, gros stress, on s'est mis sur l'économie à fond et on a fait un choix stratégique qui s'avérait bon, c'est de tout miser sur l'agencement des magasins bio. Il y en avait 500 à l'époque, maintenant il y en a 5000. Donc nous on a vécu sur un marché en croissance. Et là aussi, si vous reprenez une boîte, parce que je sais plus, il y en a un qui, à mon avis, qui a posé une question là-dessus, ou si vous voulez entreprendre, c'est, maintenant que c'est plus le cas, c'est 1000 fois, et je pèse mes mots, je pense, c'est 1000 fois plus facile d'être successful sur un marché en croissance que d'être successful sur un marché où on se bat, quoi, ou de bataille, ou
je ne sais pas si vous voulez faire des allumettes, je ne sais pas combien de fabricants d'allumettes, il ne doit plus en rester beaucoup d'ailleurs, mais pour réussir à être meilleur que l'autre, c'est quand même pas facile. Donc voilà, là on était sur un marché en croissance, donc on était plusieurs opérateurs, mais si on est un petit peu meilleur que les autres, etc., on s'en sort bien. Et dans un marché en croissance, ça supporte aussi les erreurs, beaucoup plus facilement. Donc on est passé en 3 ans de 2 millions à 5 millions de chiffre d'affaires, avec le même personnel. Quand on fait de l'industrie, la marge brute est assez importante. Donc quand on double son chiffre avec le même personnel, forcément on a une bonne rentabilité. Donc là on s'était dit, on avait un peu coché la case en disant bon, notre LBO il va plus ou moins être remboursé, ça se passe bien. Deuxième étape de notre vie entrepreneuriale. Alors oui, pour revenir un petit peu à notre sujet qui est quand même, enfin le sujet ici qui est qu'est-ce que être scout en étant entrepreneur, etc. Je crois à l'époque on faisait pas je crois pas qu'on était quand même un gros stress économique. Je pense que c'était plus dans ce dont je vous ai parlé, le respect des gens, le fait de vouloir faire alliance, de respecter autant les ouvriers, etc. C'était ça, mais pas plus. Voilà, pas plus, pas de super règles de management, etc. On n'était pas là-dedans. 2009-2015, là, on continue à progresser. On passe à 2015, on était à 10 millions de chiffres. Donc, on avait fait x5, on était une centaine de personnes. Croissance organique, croissance externe, enfin, voilà, avec aussi des moments hauts, des moments bas. C'est comme dans toute vie d'entrepreneur, mais globalement, ça se passait bien. Avec quand même quelque chose qui est une découverte très importante pour moi, c'est le milieu de la transition écologique et commencer à entendre parler de réchauffement climatique, etc. Moi, pas du tout, ces sujets, je les connaissais pas du tout. En plus, enfin, je ne sais pas comment vous avez vécu vos scouts, mais moi, j'étais à la première La Madeleine, c'était les plus... nous, à l'époque, on avait tous des rangers. Je sais pas, je crois que j'en ai moins vu, beaucoup moins vu. Mais celui qui n'avait pas ses rangers, tout son truc de l'armée, le treillis, le machin, la dague grande comme ça, etc. C'était un zéro, quoi. On n'aimait pas le MEJ, ces mouvements-là. C'était les scouts de France, il fallait même pas en parler. Voilà, moi, je vous que j'ai beaucoup évolué là-dessus. Mais donc le milieu écolo, pour moi, jeune, était identifié à c'est des babas cool, des fumeurs de hakik. Je sais à peine ce que c'était, mais c'était vraiment pas le. Donc en fréquentant le milieu des magasins bio, je me retrouve avec à l'époque c'était beaucoup d'indépendants, des gens qui voulaient entreprendre et qui avaient un projet évidemment de bons commerçants, enfin c'était des entrepreneurs, mais il y avait aussi toujours derrière l'idée il faut mieux manger, les fournisseurs, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des relations plus équilibrées. Il y avait toujours une petite pièce, une ou deux pièces pour faire, les fresques du climat n'existaient pas, mais il y a un peu de yoga, des machins comme ça. Donc moi j'arrivais dans ce milieu-là, pas du tout, papa à Auchan. Moi, mon père, les relations commerciales, c'était la guerre, et puis c'est tout, quoi. Et là, je me retrouve avec des gens déjà plutôt très sympas, peut-être un peu les cheveux longs, mais plutôt très sympas, qui s'intéressaient à moi, à ma famille, etc., qui me servaient un café quand j'arrivais. Et puis 2-3 fois, notamment, ça c'était très surprenant, avant de signer les contrats, donc c'était des aménagements entre 30 et 100 000 euros, enfin, ils devaient s'endetter pour l'avoir, c'était une grosse partie de l'agencement du magasin. Il me disait, ah, attends Alexis, est-ce que toi tu t'y retrouves? Je dis, oula, alors lui... Moi, je venais de rajouter 10% dans la bagnole, je vais vous le dire. Moi, je avais pris le fichier Excel, je rajoutais lui, il va négocier. Bing, je rajoute 10%, comme ça, il négocie tout ce qu'il veut. De toute façon, je m'en sors mieux. Donc, moi, j'étais. Et puis, une fois, 2 fois, 3 fois, ça commence à m'interpeller. Je me dis, bah mince, ces gens-là, leurs idées ils me parlent de réchauffement, je n'y crois pas du tout. Encore des illuminés. En plus, dans le milieu catho, c'est pas. D'ailleurs, ça l'est toujours pas. D'ailleurs, plus c'est tradit, moins. Laudato aussi, quand même. Laudato aussi, c'est oui, la faillibilité du pape quand ça nous arrange, quand même. Enfin, bon, je suis un peu. Voilà. En tout cas, dans mes copains, parce que j'ai des copains venant du milieu Scout d'Europe, évidemment, dans mes meilleurs amis, j'en ai des très tradis, extrême droite, etc., que j'aime beaucoup, mais je suis pas. Pour le coup, on peut plus en discuter. Mais eux, pour eux, Laudato aussi, etc., c'est le diable, il s'est trompé, quoi. C'est complètement trompé. Donc, bon, enfin bref, on en reparlera si vous voulez. Donc moi, je me retrouve très interpellé par une autre manière de penser. C'est pas les cathos.
C'est pas des cathos, et du coup, ils n'ont pas comment dire, toute cette foi, et en même temps, dans leur manière de faire des affaires, leur manière de vivre, dans la manière de se comporter, et dans le souci qu'ils ont du bien commun, et ben je dis, mince, alors ils sont meilleurs que nous. Je dis, mince, ils ont vraiment le souci. C'est sincère. En tout cas, il y a une partie qui m'interpelle vachement, quoi. Donc, ce milieu de la transition écologique, etc., et mon associé fait le même chemin de son côté, nous interpelle pas mal, et j'y reviendrai après. 2015, il nous arrive un truc qui arrive assez souvent à des entrepreneurs. On avait un fournisseur américain. Enfin bref, on a une offre de rachat. Je vous la fais très courte. Quand on crée une boîte, qu'on la reprend et qu'on la développe, moi je me demandais pas tous les jours combien elle vaut ma boîte. Enfin, vraiment. Voilà, on travaillait, on était content de faire un truc, on s'éclatait, etc. Finalement, on avait réussi petit à petit à avoir une vie confortable aussi. 2 premières années, on ne s'est pas payé, comme toi. Et puis après, c'était très très confortable. Donc ça, c'était top. Et puis arrive cette offre de rachat très sérieuse. On demande à nous voir, etc. Donc on avait 40 ans à peu près, on avait bossé comme des chiens, on était fatigués. L'entrepreneuriat, c'est extraordinaire, mais c'est aussi beaucoup de... Il y a une phase cachée qui est compliquée, quoi, hein. On en parlait tout à l'heure. Les licenciements qu'on doit faire de temps en temps, enfin, il y a plein de choses, les difficultés de trésor, etc. Il y a plein de choses aussi qui sont dures, donc on était assez fatigués. Et moi, je suis associé avec Sébastien depuis maintenant près de 20 ans. Et nous, dans notre association, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, j'étais avec à l'enterrement de ma tante, il n'y a pas longtemps, et une phrase que j'ai bien aimée, c'est son mari qui disait, que sa femme lui disait, on ne peut pas aimer chaque jour, mais on peut aimer toujours. Voilà. Donc ça, je trouvais ça pas mal. J'ai trouvé ça pas mal. Ça résume assez, je pense, les relations avec mon associé. Et à ce moment-là, on était plutôt dans un bien bas. Et quand on a un bien bas associé, la vente, ça permet que chacun reparte chez soi. Voilà. Donc, très très tenté par l'aventure de la vente. Donc on a pris un super cabinet de conseil, EY, Ernst Young, qui nous a fait un mémo sur notre boîte. Quand on lisait le mémo, on ne la reconnaissait même pas tellement elle était belle. C'était extraordinaire. Et puis on allait 2 fois à New York faire les négos, machin, etc. Eux, ils sont venus. Ils sont venus un dimanche, toute l'équipe là, d'auditeurs, etc. Un dimanche parce que on l'avait pas dit à nos collaborateurs. Parce que je vous ai dit, nous, on avait envie de faire alliance. On avait commencé à construire un beau projet d'entreprise. On commençait à réfléchir à qu'est-ce qu'une entreprise, c'est quoi son sens, etc. Et en même temps, on allait la refiler à un groupe américain, filiale de Warren Buffett, veut dire concentré sur, et c'est dans la loi américaine, hein, concentré sur les actionnaires, les dirigeants d'entreprise doivent faire en sorte que l'entreprise maximise son profit. Et c'est ça le seul but d'une boîte. Donc, à un moment... Et puis, alors oui, et puis on se retrouve avec la lettre d'intention. La lettre d'intention américaine, c'est-à-dire que quasiment les audits sont faits. Les lawyers là-bas, ils font très gaffe à tout ça. Et on se retrouvait avec, ça se serait fini à peu près 10 millions, 4-5 millions chacun. Et ça devenait assez proche, quoi. Un mois après, on pouvait signer. Là, pareil, le virement aurait été fait de l'autre côté. Et je me retrouvais avec 4-5 millions sur mon compte à 40 ans, avec ce que ça veut dire de... Alors, maintenant que je fréquente plus facilement des très riches, on a tous notre échelle de valeur, 4-5 millions, là pour qui c'est rien du tout. Voilà, pour moi, c'est énorme, ça l'est toujours. J'avais fait mes petits calculs qu'à 2% par an, ça m'a rapporté 80 000 euros par an. 80 000 par an, je pouvais à peu près vivre. Enfin bref, donc plus travailler, quoi. Cool. Socialement, la classe. Je reprends une boîte à 30 ans, je la vends à 40 ans. Ça, c'est le rêve américain. Le rêve capitaliste qui se réalise, c'est voilà, très satisfaisant. Donc tout ça me fait envie, et ça se situe plutôt là. Et en même temps, et Sébastien et moi, plus on avance dans la discussion, plus il se passe quelque chose qui est l'ordre de plus des guts, mais il y a un truc qui colle pas dans cette histoire. On le sent pas, il y a quelque chose de pas juste, etc. On va laisser tomber l'équipe, machin. Et je ne sais pas vous dire pourquoi. Là, on n'a pas fait de grande réunion. Mais à un moment, on s'est dit, on ne vend pas. C'était vraiment radical. On ne vend pas. On avait dépensé 50 000 euros au moins de conseils. Eux, pareil. Mais on s'est dit, non, on ne vend pas. Donc, on allait les voir. On leur a dit, on ne vend pas. Des Américains hyper pragmatiques, c'était ok, d'accord. Puis je pense très respectueux de la liberté aussi. Ok, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Enfin bref, donc on a décidé de ne pas vendre. Et là, ça nous a donné
Donc c'était 2015 et ça nous a permis un petit peu, ça nous a libéré un petit peu, ça nous a libéré de ce truc quand on commence à rentrer dedans, et ben je vais être riche. Et ben quand même c'est très tentant. Enfin moi ça l'est toujours. Je vous le dis franchement. Enfin, c'est toujours pour plein de raisons. Hein. Notamment on a une école, on a envie de la construire, on cherche des fonds, etc. Moi je joue à l'euro million une fois par semaine. Voilà. Parce que je me dis c'est Dieu qui l'aura voulu. Et je pourrais donner 1 million au Rasso. 1 million, voilà. Donc, même si on n'a pas le droit de jouer au jeu de hasard, mais à culpa, monseigneur. Mais donc j'en étais où là 2015, ça nous a en quelque sorte quand même libéré de quelque chose et permis de passer la seconde sur un peu le sens de qu'est-ce qu'une entreprise. Voilà. Une entreprise, c'est très centré sur l'économie. Ça appartient à des actionnaires qui en sont les propriétaires. Je reviens un tout petit peu sur la richesse, j'ai oublié de vous dire un truc important pour moi. En fait, moi je suis toujours sidéré que tout le monde c'est reconnu universellement, toutes les religions, toutes les sagesses, etc., disent que le bonheur se trouve dans la pauvreté, la sobriété, la simplicité, etc. Donc on est tous d'accord avec ça. Mais à faire, c'est vraiment très compliqué. Et aussi, je suis, y compris dans les milieux catholiques très généreux, moi je remarque, et j'en fais partie, qu'on est quand même des gens très riches. Donc en fait, voilà, il y a un truc on sait bien que c'est pas là-dedans que se situe le bonheur, et en même temps, il y a toujours la grande attention de avoir toujours... Il n'y a pas un abandon, en tout cas moi j'arrive pas à m'abandonner complètement à la providence, etc. J'ai envie d'avoir un matelas de côté qui fait que ma famille est à l'abri et plus quoi en fait. Famille, et si sur 2 générations c'est encore mieux. Mais voilà, je n'ai pas de réponse parce que je suis dedans. Mais je trouve que c'est vraiment très très compliqué cette histoire d'abandon, d'abandon à la providence et de ne pas vouloir accumuler. Donc on s'est posé des questions, voilà. On s'est posé pas mal de questions notamment sur cette histoire d'actionnariat. Quand vous êtes propriétaire d'une société, vous êtes propriétaire d'une personne morale. En droit, ça s'appelle comme ça. Donc c'est assez marrant, ces juristes qui sont des gens hyper intelligents, ils conçoivent des lois, etc. Et je ne sais pas pourquoi, ils ont appelé cette coque juridique une personne morale. Dedans, il y a personne et morale. Et les boîtes, elles se vendent, elles se liquident, elles se machin, tout ça. Et on liquide des personnes morales. Et on vend des personnes morales. Voilà. Et on avait jamais, même je l'ai conscientisé il y a peu de temps ça. Mais nous, ce qu'on s'était dit, c'est en fait, c'est pas normal que moi j'exerce ma liberté de propriétaire. Ben ça, je voudrais pas qu'on y touche. Je pense que peut-être le communisme m'eût tenté. Si jamais j'avais été dans cette génération-là, il y a quand même beaucoup de monde qui a été tenté puis qui a vu qu'en fait les méfaits, des gens très généreux qui sont partis dedans et qui ensuite ont vu on touche à la liberté individuelle, ça marche pas. Dès qu'on touche, voilà, moi j'ai retenu ça, on touche à la liberté individuelle, ça pas de touche. Donc en fait le fait que moi je puisse vendre mes actions, exercer ma liberté sur ma propriété, ça c'est pas à remettre en cause. Par contre, ce qui me paraît pas juste, c'est que la personne morale, donc l'entreprise dont on est propriétaire, elle n'est pas voix au chapitre. Et en fait, notre quête, à un moment, ça a été comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'équilibré, c'est-à-dire que les propriétaires, ils veulent vendre leur part, très bien, mais ça ne doit pas être fait au détriment de la personne morale. Et au détriment, ça peut vouloir dire de les vendre, par exemple, 5 fois le prix parce qu'ils trouvent un pigeon, mais le pigeon, il n'arrive jamais à rembourser, et du coup, la boîte, elle s'écroule. Ou ça peut être la mission de l'entreprise, c'est de respecter l'humain comme la tienne au maximum, et 8h, 20h, etc., et de vendre à Amazon. Il y a un truc qui ne collerait pas dans les valeurs, la mission de l'entreprise à respecter. Donc, on a essayé de faire les deux, on a galéré pas mal, et au bout de 2 ans, on a trouvé un système juridique qui est top, qui s'appelle la fondation actionnaire. Donc et on a créé cette fondation actionnaire. Techniquement, c'est un fonds de dotation. Donc c'est comme une association, en fait, un fonds de dotation auquel on a donné tous les deux, Sébastien et moi, 5% de nos actions. Donc ce fonds de dotation qui est à gouvernance désintéressée, il n'y a pas d'actionnaire, comme une association, c'est géré par un conseil d'administration. Donc ce fonds de dotation, il a 10% d'Ulteria, donc il est actionnaire d'Ulteria, et il y a un pacte d'actionnaires qui lui donne des pouvoirs
extra spéciaux, parce qu'avec 10%, on peut toujours, mais on ne représente pas grand-chose quand même, quand on vote. Mais par pacte d'actionnaires, il a droit de veto sur des décisions structurantes qui sont achat et vente de boîtes, entrée-sortie d'investisseurs financiers et gros investissements. Voilà. On a une espèce de ligne rouge. Il y a le représentant du fonds de dotation dans la gouvernance d'Ulteria, de notre groupe, qui est là pour dire, moi je veille à ce que les décisions au conseil d'administration respectent la mission, les valeurs d'Ulteria. Ça, voilà. On est plusieurs à avoir fait ça. On est un collectif qui s'appelle De facto, on doit être une trentaine maintenant. Dans les connus, il y a Bureau Valais, il y a le groupe Naos Bioderma. Là, c'est 1 milliard d'euros, lui, il a donné 100%. Et puis ce qui est génial, c'est que cet outil, il est assez équilibré. Il y a moi j'ai un copain qui a donné 30 à une fonds de dotation, 30 à ses collaborateurs, et il y a 30% de financiers. Parce qu'il y a des métiers, comme le tien, il y a des métiers où on a besoin de la finance. Enfin, la finance, c'est pas mal. Hein. Mais il faut que ça reste un moyen et pas une fin, c'est tout. Un peu le... Mais on a besoin de la finance. Donc un équilibre collaborateur, finance, fonds de dotation. Il y en a qui donnent tout au fonds de dotation. Nous, pour l'instant, on a donné 10%, mais avec des droits spéciaux à la gouvernance. Enfin, mais c'est assez flexible, mais ça permet de faire en sorte que la personne morale soit entendue. Et quand on dit personne morale, chez nous qui avons des usines, c'est très concret. Hein. C'est très concret. C'est-à-dire c'est une usine, je vous ai dit, dans une zone désertique. Donc nous, il y a un moment, on a mis très longtemps à l'accepter, c'est la fête de Noël. On détestait la fête de Noël, on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'on est des fêtards. Mon associé et moi, on adore faire la fête. Mais la fête de Noël, on détestait ça, et après, on a compris pourquoi. C'est parce qu'à la fête de Noël, on trouvait qu'on était beaucoup trop. On était beaucoup trop parce qu'on était 30, les premières fêtes de Noël, on était 35, 40. Et en fait, ils ramenaient leur grand-mère, leur grand-père, leurs cousins, leurs machins. Et on se retrouvait à 200 là-dedans. Et en fait, ça nous faisait porter le poids de la responsabilité des salaires, quoi. Et en fait, on se disait, mais mince, quand on est entreprise, une entreprise de production, il y a les collaborateurs qui vivent, mais il y a aussi leur famille, il y a les restos qu'on fait bosser autour, il y a les fournisseurs, il y a les impôts locaux que payent les... Enfin bref, il y a tout un... L'entreprise a un rôle quand même majeur dans le tissu social. Et ça nous... On avait du mal à l'accepter. Donc ça, c'est le premier truc qu'on a fait. Le deuxième, c'est on a orienté l'entreprise vers l'écologie intégrale. Voilà, je vous dis, de par notre passage dans le monde du bio, enfin même on est très investi dans ces questions écologiques. En fait, moi j'ai été très séduit, mais je ne m'y retrouvais pas dans le sauvetage toi tu parlais des bébés phoques. Voilà, moi je ne me retrouvais pas dans cet aspect écolo, axé la nature, l'humain et le bœuf, c'est la même chose, c'est juste que... Voilà, ils ont évolué différemment, etc. Enfin, là, je ne m'y retrouvais pas du tout. Par contre, il y avait, et à la lecture de Laudato aussi, là, ça a complètement réconcilié l'écologie pour moi. C'est-à-dire que là, on parle d'écologie intégrale, économique, sociale et environnement. Comment est-ce qu'on réconcilie les trois et aussi des choses plus factuelles. J'ai fait beaucoup de formations là-dessus. D'ailleurs, je vous invite à bien vous former parce que et à vous faire votre croyance aussi là-dessus, parce que je pense qu'on arrive grâce au rapport du GIEC qui sont très vulgarisés. Hein. Il y a le Shift Project, si vous voulez aller voir. Enfin, il y a des vulgarisations parce que le rapport du GIEC, il est imbitable. Hein. Enfin, à moins que vous ayez du temps, puis beaucoup d'intelligence. Mais il a été très vulgarisé. Et à un moment, quand on est honnête intellectuellement, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Ça va être assez rapide. Qu'il fasse 2 degrés de plus. Moi, j'habite en Bourgogne, ça veut dire ce sera la Côte d'Azur, c'est génial, je suis trop content. Au début, je me disais, c'est cool, je ne sais pas pourquoi ils s'énervent tous. Et je n'avais pas compris toutes les conséquences géopolitiques, etc. Enfin, voilà. Moi, ma croyance, c'est que ça va bouger vite, fort, que ce qu'on vit maintenant, Covid, énergie, même l'Ukraine, etc. Hein, c'est des mouvements qui sont en grande partie dus à ce dérèglement. Et j'ai une bonne image de Maxime de Rostelan, un écolo, qui m'a... Je lui dis, est-ce que tu peux donner une image simple? Pourquoi 2 degrés, c'est grave? Il m'a dit, écoute, la Terre est un système complexe, comme le corps humain. Et le corps humain, tout le monde le sait parce qu'on le vit, qu'à 37, on est très bien. À 38, moi je me rappelle, maman, je n'allais pas à l'école à 38. Donc j'adorais avoir 38. Donc à 38, on est malade, mais c'est pas trop grave. À 39, ça commence à être pas terrible. Et à 40, il ne faut pas y rester longtemps, quoi. Et c'est la chaleur qui a déréglé tout ce système. Donc la Terre va subir un gros dérèglement, au moins aussi important que le corps humain. Si ça augmente, voilà. Ça ne vaut pas grand-chose scientifiquement, à mon avis, mais j'ai bien aimé l'image.
Donc nous, on est rentré je sais pas si dans ce combat, mais ce combat, j'aime pas trop, mais en tout cas, on s'est dit, il y a quelque chose nos entreprises doivent être réformées en prenant en compte cette conscience écologique, mais écologique intégrale, c'est-à-dire, je sais pas si vous connaissez l'ikigai, c'est un peu aussi l'ikigai, c'est ce que j'aime faire, mes compétences pour le faire et votre talent, enfin, ce pourquoi vous êtes fait dans la vie, votre vocation, elle se situe au carrefour de ce que vous aimez faire, de ce que vous savez faire et de ce que je sais plus quoi. Hein oui, et de ce que le monde attend. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez, voilà, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'ancré dans le réel. Voilà. Et au centre, c'est là que c'est juste. Et ben, pareil, je ne vais pas projeter le slide parce que je trouve qu'il y en a toujours. Donc, économie, sociale, environnement, au centre, il y a quelque chose d'assez juste. Et si vous ne vous occupez que d'économie, que vous le vouliez ou non, que nous le voulions ou non, nous créons une dette sociale et nous créons une dette écologique. Et je vais vous le dire, je vais vous expliquer simplement. Nous, on a créé un bâtiment, on vient de monter une nouvelle usine, en s'occupant très 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 fort du fait qu'elle soit écologique, c'est-à-dire qu'elle ne crée pas de dettes. Et les dettes de bâtiments, c'est simple, hein. Les dettes de bâtiments, c'est les déchets. C'est-à-dire que c'est le plus gros pourvoyeur enfin, c'est le plus gros impact de déchets, c'est le bâtiment. C'est-à-dire que quand vous construisez une maison et que vous la détruisez, si vous n'avez pas fait attention à la façon dont vous l'avez construite, bah, il n'y a rien qui est réutilisable, il n'y a rien qui est recyclable, etc. Et tout ça est enfoui, c'est une immense perte. Donc nous, on a utilisé un système qui s'appelle du berceau, cradle to cradle. C'est des usines un peu démontables. Voilà, c'est un peu un Lego. Donc c'est beaucoup de temps de conception, etc. Et on a fait très très attention à tout ce qui est énergie. Pour plusieurs choses, hein, aussi pour les collaborateurs, hein, confort d'été, confort d'hiver. Donc à faire qu'elle soit de plus en plus passive. Ça coûte cher de faire ça. Mais nous, on n'a pas créé de dette écologique. Parce que si jamais vous prenez le procédé le moins cher, souvent c'est des entrepôts logistiques, hein, le moins cher possible, bah, vous divisez le coût du bâtiment par 2. Mais par contre, en énergie, ça va être un truc de dingue, ça va venir piocher dans la ressource de manière pas possible. Socialement, vos gens, ils vont pas être bien. Et puis la déconstruction, la fin de vie, déjà, elle va être plus rapide, et puis ça va être mort. Et socialement, c'est pareil. Donc, il me semble, pour les entreprises, il y a un gros enjeu, et qui est hyper dur, hyper dur, parce que tout est fait pour qu'on se concentre sur l'économie. Tout est fait pour se concentrer sur l'économie, la façon dont sont constitués les comptes de résultats, etc. Il y a des gens qui sont en train de travailler sur la triple comptabilité, donc la comptabilité qui compte aussi ce qu'on fait pour le social et pour l'environnement. Celui qui traite bien ses collaborateurs, il fait que ils vont moins chez le médecin. Hein. Ceux qui mettent la pression à mort et ces burn-out, ces arrêts de travail, etc., c'est la société qui paye, il y a de la dette. Voilà. Mais ça, c'est pas encore dans le, comment dire. Il y a des gens qui travaillent dessus. Et voilà, nous, on est sur cette ligne de crête où on essaie de faire ça. On a orienté très fort sur social économie depuis 3-4 ans. Là, on le paye niveau économie. Là, nous, c'est hyper dur en ce moment. Et évidemment, il y a plein de raisons marché externes, mais il y a aussi des raisons internes. Et notamment le fait qu'on ait poussé le curseur sûrement un peu trop loin en sortant un peu du réel. Donc ça, il faut faire gaffe. Et comme on est des industriels, donc plutôt des gens qui aiment bien faire, nous on se dit cette écologie intégrale qui est quand même très conceptuelle, comment est-ce qu'on pourrait la matérialiser? Et du coup en 2017, on a acheté un terrain de 10 hectares sur lequel on a mis ensemble donc l'usine dont je vous ai parlé. De l'autre côté, on a une ferme, on a une chèvrerie. Alors, on a une participation dans la chèvrerie. Hein. Ceux qui sont du monde agricole le savent. On ne peut pas avoir un salarié en agriculture parce que le faire bosser 100 heures par semaine, ça ne va pas être rentable. Donc, on a Claire qui s'est installée avec sa ferme. On a monté une école aussi en 2017, une école Montessori en y rajoutant, même si c'est plutôt intrinsèque à la pédagogie, mais le spirituel. Voilà, c'est pas une école catholique. C'est une école. On est un peu sur le nid de Crète. C'est une école, on appelle ça d'inspiration chrétienne, mais qui accueille tout le monde. Hein, mais en se disant en ayant vraiment en tête que vu les enjeux du monde à venir, le spirituel va avoir une place majeure. Et comment est-ce qu'on laisse la place à ça dans l'éducation? Et puis une connexion à la nature assez forte. Donc on a l'usine, la ferme,
l'école au milieu de tout ça, et puis un dernier projet qui est un centre de formation à la transition. Donc pour nous, notre fondation actionnaire, je voulais parler de ce rôle d'actionnaire, elle a aussi un rôle philanthropique qui est l'éducation, et la transition sociétale, la transition climatique dans les territoires ruraux. Voilà, donc c'est ce qui de là où on vient, c'est ce qui fait sens pour nous. Chez nous, moi, ce que je vois, c'est que malgré qu'on habite à la campagne, donc les gens sont très connectés à la nature, mais ils n'ont aucune conscience, finalement, enfin, ils ont une conscience écologique très brute, mais ils n'ont pas le réchauffement climatique, etc. Ça leur est complètement inconnu. Or, dans nos petites communes, moi on est 100 dans ma commune, et quand on est 100 dans une commune, il y en a 11 de la commune qui sont au conseil municipal. Donc il y a 10% des habitants qui sont au conseil municipal. Vous vous rendez compte? Et ces gens-là, nous on a beaucoup de forêts dans la commune, donc ils prennent des décisions pour les forêts communales, et quand on prend des décisions pour la forêt, on prend des décisions pendant 50 ans. Donc si on n'est pas formé à la transition écologique, on va prendre des décisions complètement débiles. Donc voilà, nous dans voilà, un de nos trucs qui nous porte, c'est comment est-ce qu'on offre aussi une formation à la transition adaptée à des populations moins intello. Voilà, à Paris, moi j'ai fait l'Institut des futurs souhaitables, qui est un truc génial, mais hyper intello, quoi. Hyper intellectuel, c'est les CSP++, sont là, tous les bobos, les néo-ruraux, dont je fais partie, hein, qui sont là-dedans, mais il n'y a pas d'éducation pour des populations plus manuelles qu'intellectuelles. Voilà, et puis je vois que je suis là au bout du temps, donc je vais arrêter là. On a fait aussi je prenais juste pour ceux que ça intéresse, par un petit... nous, on s'est beaucoup questionné sur le management, sur la façon de diriger, sur la hiérarchie, la subsidiarité. Et on allait de manière un peu radicale dans des propositions alternatives dans la veine des entreprises libérées. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais alors ça ne veut rien dire, hein, libéré, libérante, on va libérer une entreprise, mais ça veut dire comment est-ce qu'on donne l'autonomie, l'autorité à chaque collaborateur, comment est-ce qu'on n'infantilise pas, parce que dans les boîtes c'est hallucinant ce qu'on peut, notamment chez L'Oréal, ce qu'on peut être infantilisé, quoi. Moi ça a changé maintenant, mais c'est beaucoup du management par la peur. Moi, à l'époque, c'était vraiment du management. On faisait les choses parce qu'on avait peur du chef, quoi. C'est-à-dire on rentre chez soi, on est en famille, on a quand même en charge ses enfants, enfin, on est un adulte responsable, et on rentre dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va me dire? J'arrive pas en retard à la réunion, pas parce que ça m'intéresse, mais parce que je vais me faire engueuler. Voilà, comment est-ce qu'on change ça pour tous s'orienter sur ses talents bien, je me retrouve vraiment sur ce que tu avais dit. Travaille sur les talents, ensuite créer des rôles qui vont bien avec les talents des gens. Voilà, on est parti vers l'holacratie, qui est une forme assez radicale de management comment dire, non hiérarchique. On est allé un peu loin. On en est revenu, voilà, même très loin. Très loin, vraiment très loin. Nous, on a enlevé les chefs, après on a fait des binômes de chefs, on a essayé plein de choses. Voilà, c'était pas complètement différent du scoutisme. Voilà, je pourrais, là, ce serait l'objet d'une heure à part entière, hein. Mais voilà, on a gardé les principes d'intelligence collective, le travail sur les talents, le sens, travail sur la raison d'être. En fait, le seul moyen que les gens, je pense, se déploient toute leur énergie, c'est aussi d'avoir un projet qui fait sens, quoi. Donc, de vraiment travailler la finalité supérieure de ce pourquoi nous travaillons. Nous, on fait de l'agencement en bois pour les magasins. Bon, moi, ça ne m'excite plus du tout, quoi. Par contre, maintenant, nous, on essaie de travailler sur les forêts. C'est-à-dire les forêts, d'où proviennent le bois, comment on fait en sorte qu'elles soient des puits de carbone, qu'elles soient bien gérées, qu'elles respectent le forestier, etc. Et là, ça porte toute l'entreprise. Pareil, on vend des trucs pour vendre en vrac, vous savez, dans les magasins. Ça, c'est la vente en vrac, c'est sympa. Mais en fait, la finalité supérieure, c'est le zéro déchet. C'est les océans de plastique, etc. Et là, quand on parle de ça, du coup, on a des collaborateurs qui viennent travailler, et on a des gens qui viennent de loin pour le projet, alors qu'on habite dans une zone désertique, et qui est a priori pas si sexy que ça. Voilà, il y a cette finalité supérieure, cette raison d'être qu'on a beaucoup travaillé. Voilà, j'ai terminé. Je vous souhaite Vu que tu veux y aller. Salut.
Alors, j'ai appris un truc génial il y a 2 ans, parce que c'était beaucoup de frustration. Quand tu penses avoir une idée, une bonne idée ou avoir un projet qui fait sens, moi je voulais que tout le monde suive. C'est normal. Tu dis, bon, maintenant on est 150 et tu as envie que tout le monde suive. Et en fait, ce n'est jamais le cas. En fait, la réalité du monde fait, un peu comme le scoutisme, hein, tout le monde n'est pas scout, il y a ce principe des minorités actives. Le monde bouge par une minorité qui s'empare d'une cause et qui l'amène qui l'amène à bien. Et à un moment, il y a un mouvement de balancier du reste. Mais attendre que tout le monde, que les 150 personnes soient motivées par la forêt, etc., je ne l'attends plus du tout. Et en plus, je pense que c'est hors du réel, illusoire, et que ça crée, ça crée beaucoup d'inconfort et de frustration. Voilà. Le meilleur exemple, c'est De Gaulle. Hein. De Gaulle, minorité active, il était tout seul. Donc voilà, et il a réussi petit à petit à... Tu as parlé d'entreprises libérées, de management, Oui, différentes formules, on va dire, de management. Vous avez été assez loin dans l'entreprise. très loin. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples et en quoi ça a été trop loin et comment, enfin, dans ces cas-là, quand on va très loin, comment on fait pour reculer, comment on accompagne les équipes dans ces différents changements parce que Ouais. ça a des conséquences. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, on a galéré, hein, franchement, je vous le dis. Là, pour le coup, c'est pas des échecs, c'est pas ça, mais disons que ça a quand même fait un peu de dégâts, ouais, sociaux, humains. Ben, en fait, on est parti dans quelque chose qui est très, dans tous ces phénomènes de, je veux. Déjà, je vais vous donner le sens. Hein. Le sens aussi, c'est que dans un monde qui est assez stable, qui bouge pas, et qui était le monde mes 2 grands-parents, ils avaient du Nord, ils avaient des usines de textile, des petites usines de textile. Ils les avaient héritées de leurs parents, etc. Et ils faisaient bien leur travail. Ils respectaient les ouvriers, ils avaient des bons fournisseurs, ils avaient des bons représentants, etc. Et ça marchait bien. Ça marchait bien. Et il y avait mon grand-père qui était assis avec son associé. Ils étaient dans leur truc, ils racontaient là. Ils faisaient leur travail, on venait les voir, on leur demandait tout. Ils donnaient un ordre, qui donnait un ordre, qui donnait un ordre. Tout ça fonctionnait très bien. Le jour où il y a eu un peu, les choses vont un peu plus vite, etc., il y a quelqu'un qui a eu l'idée d'aller faire en Afrique du Nord. Il y a eu un dérèglement dans le truc. Les gens n'ont pas réagi assez vite parce que c'était pas fait, c'était pas un système qui était fait pour réagir vite. Et du coup, ça s'est écroulé. Hein. Mes 2 grands-parents, ils ont déposé le bilan, puis tout le monde en Nord a déposé le bilan. Le monde est devenu vraiment complexe. Enfin, quand on est entrepreneur, ça bouge très 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 vite. On en parlait tout à l'heure. Voilà. Pierre, il avait eu un gros contrat qui a été rompu en 2 secondes. Et après, qu'est-ce que je fais? Enfin bref. Le monde va très vite. Là, nos fournitures d'électricité, là, ils ont fait, pour les usines, on est sur base 100. Là, quand tu es à 200, tu es super content, c'est-à-dire que ça fait x2. Mais là, on te parle de x7, x8, tout le monde est en stress. Et on ne s'y attendait pas. Et le Covid, on ne s'y attendait pas. Les composants, tu me parlais, un composant, il en mettait 2 par carte, Pierre, il passait de 2 euros à 70 euros. On ne sait même pas pourquoi, puis on n'a pas le temps d'aller comprendre pourquoi, parce que de toute façon, c'est comme ça. Donc en ce moment, le monde, il va très très vite, et je pense que c'est lié à une grande partie liée à la transition climatique. Hein. Le monde va très très vite, et ce mode pyramidal n'est plus efficace. Donc ça, c'est pas qu'une histoire philosophique. Hein. C'est aussi parce que c'est plus efficace. Donc comment est-ce que tu fais en sorte que les gens tout seuls, ils puissent bouger assez vite avec toute l'autorité, les moyens, etc., sans avoir besoin d'aller chaque fois demander à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi on s'est lancé là-dedans aussi. Je voulais vous remettre ça en perspective. Ensuite, donc il y a des nouveaux modes d'organisation qui ont été pensés, la sociocratie, les lolacraties, etc., qui sont, à mon sens, très, très, très intello, en fait. Ça a été pensé par des grands chercheurs, oui, en sociologie. Donc on fonctionne par cercle, on fait des réunions en intelligence collective qui sont censées être hyper rapides, etc. Et il y a une constitution, une règle du jeu. C'est-à-dire on remet tout à plat les règles du jeu de j'obéis, hein, tout simplement. On a une règle du jeu, mais la règle du jeu, elle est hyper complexe. Donc quand tu fais un truc, tu n'oses même plus le faire parce que tu as peur de ne pas respecter la bonne façon de t'adresser à la personne, etc. Il y a une espèce de complexité qui, à mon avis, est appréhendable, mais on pense que ça dure 3 mois. Nous, on s'est formé pendant 3 mois et on a basculé. En fait, je pense que c'est 10 ans. C'est 10 ans d'apprentissage tranquille, etc. Et que le passé, tout n'est pas acheté, tout est pas à jeter. Par exemple, avec les ouvriers, c'était assez compliqué parce que c'est très théorique. Et en holacratie, par exemple, on parle jamais, on parle du résultat, toujours en résultat attendu. C'est-à-dire qu'au lieu de dire
Ben, je vous donne un exemple. Au lieu de dire je déplace la palette, on dit la palette est déplacée. Il y a une action qui peut être déplacer la palette. On prend le truc d'après où la palette est déjà déplacée. Donc c'est très très compliqué. Et nous, on était avec la prod en réunion d'intelligence collective, etc. pour régler des problèmes de l'atelier. Et normalement, c'est très très rapide. Et là, c'était Gilles qui dit moi j'ai un problème. Vous me faites chier. La palette, elle est toujours là au mauvais endroit. Moi, à chaque fois que je passais, c'est pas compliqué à résoudre ça. Mais quand même, comme on est en truc d'intelligence collective, on respecte tout un bazar qui prend 5 minutes. Et à la fin, c'est juste, faut bouger la palette. Donc, ok. Et alors ça, c'est déjà les gars, déjà les laisser assis sur une chaise pendant 1 heure, c'est dur pour eux. Et puis en plus, Gilles, on lui dit, ça y est, t'es content. Le facilitateur lui dit, t'es content. La palette est déplacée. Mais qui dit, vous foutez de ma gueule ou quoi? Non mais, vous foutez de ma gueule, mais vénère, vous foutez de ma gueule. La palette, ça fait 10 minutes que je vous dis que. Mais non mais Gilles, le résultat attendu, toi tu sais bien, etc. Le mec, il a jamais compris, il a quitté la salle en claquant la porte. Donc on peut tomber dans ces sortes d'aberrations un petit peu très intellectuelles. Ça c'est une chose. Et c'est le temps, on laisse pas le temps. On laisse pas le temps. Il y a un gros travail sur les talents à faire. Et le travail sur les talents, il est très confrontant. Quand vous voulez commencer à bosser de manière différente, justement en orientant les gens dans leurs talents, les talents, ça veut dire, c'est Jung, hein, c'est la part d'ombre et la part de lumière. Enfin, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'ombre sans soleil. C'est normal d'avoir quand on a des talents, on a des zones de non-talent. Et ça, c'est dur quand même de l'accepter. Donc il y a tout un travail sur les talents, il n'est pas facile à faire. Je pense qu'il faut être bien accompagné. Il y a tout ce travail à faire avant de partir de sortir de hiérarchique. Voilà, je ne suis pas très structuré dans ma réponse, mais en tout cas, si jamais vous entendez votre boss qui veut y aller ou que vous voulez y aller, etc., doucement, moi je crois qu'il faut y aller doucement. Il faut bien se faire accompagner. Ça peut être assez douloureux, quoi. Ça peut être assez douloureux. Parce qu'on sort en fait, on sort d'un rapport d'autorité. On rentre quand même dans une mise à nu, en quelque sorte. Je ne sais pas comment vous dire. Il n'y a plus de chef parce qu'il est chef, il n'y a que des chefs par légitimité. Nous, c'est comme ça chez nous. Quand il disait il a de la chance, mais on lui dit jamais, je sais pas, quelqu'un lui a demandé, on lui dit jamais qu'il a fait d'erreur. Je sais plus c'est ce qu'il disait. Voilà. Ouais. Bah moi, on lui fait jamais de reproche. Moi, je me rappelle, il y a 6 mois, il y a Eve qui est venue me voir après une réunion. Elle m'a dit Alexis, on peut rester 5 minutes tous les deux. Je lui ai dit ok. Là, tout le monde sort, elle ferme la porte. Je m'en suis pas pris une parce qu'elle est hyper gentille et tout. Mais elle m'a dit, j'ai pas compris ce que tu voulais de nous là. Là, tu m'as pas du tout embarqué. C'est la première fois depuis toute ma vie professionnelle que je faisais des mails en t'écoutant. Jamais j'ai fait ça. Il est comme ça. Je dis, putain, je suis le patron quand même. Donc voilà, il y a tout ce travail aussi un peu d'humilité qui doit être fait par tout le monde. Enfin, c'est pas facile. Ça remet en cause le management intermédiaire. Le management qui peut être un peu un management de petit chef. Quand on dit maintenant chacun va se prendre en main et on enlève les pointeuses. Nous, on a enlevé les pointeuses, mais assez vite. On enlève les pointeuses, on enlève les variables des commerciaux. Voilà, on fait des. C'est une autre manière de travailler quand même. En se disant, les gens, ils sont quand même bien assez grands pour arriver à l'heure et partir à l'heure, quoi. Et si jamais il y en a un qui part 5 minutes avant parce que son fils a appelé machin, voilà. Et c'est pas si simple que ça. Mais, juste, quel est le sens d'avoir repris une chèvrerie et d'avoir... On va créer. Ouais. Le sens, c'est de relier l'économie au social et à l'environnement, c'est-à-dire d'avoir toujours les 3 en tête. Et le sens pour nous, c'est pas un sens de business model, c'est nous là où on est bon. Je crois qu'on est bon pour inspirer. On a beaucoup de groupes qui viennent nous voir, d'entreprises, etc., qui viennent voir ce qu'on fait. Et nous, on dit pas, regardez, voilà les coordonnées de la fermière. Tu vas voir, elle va en ouvrir une chez toi. C'est pas du tout le truc. Chez nous, ça a fait sens aussi. C'est un travail d'équipe. Hein. Ça a vraiment fait sens de se dire, en mettant une école au milieu d'une usine et d'une ferme, il va y avoir dans la conscience collective à quoi sert le travail. Pourquoi est-ce qu'on s'éduque? C'est pour travailler. Moi, je savais pas ce que je voulais faire. Pour moi, le travail n'était pas du tout concret.
Pas du tout, du tout. Voilà, et peut-être que c'est ça aussi, hein. D'avoir une école qui peut aller voir ce que c'est que du design, de la prod, des achats, etc. Ça rend très concret. D'avoir une ferme en bio à côté, bah, ça force l'usine à ne pas polluer. D'avoir des enfants aussi à côté, ça force à faire gaffe. Voilà, c'est ce lien entre économique, social, environnement qu'on a voulu matérialiser. Mais c'est pas un modèle, tu vois, je vends pas le nouveau modèle d'entreprise, hein. C'est le nôtre qui fait sens pour nous et qui est de rendre concret ce que peut être l'écologie intégrale. Voilà. Dans cette évolution avec l'arrivée de la ferme et de l'école et tout, quel changement dans l'activité propre de l'entreprise Au niveau des entreprises, le changement le plus important, c'est ce que je vous dis, c'est plutôt de le relier à quelque chose d'un peu plus, nous on appelle ça les grands défis. Le grand défi de la forêt, le grand défi du zéro déchet. Donc c'est de le relier à ça. Ce que ça a changé aussi, c'est qu'on on est sorti de plus en plus d'une zone de compétition. On essaie de plus en plus de coopérer. Et quand il l'a dit aussi, on arrête de bosser avec les cons. Bon, moi, je le dis comme lui, hein. En fait, on n'a plus envie de. Enfin, je sais pas pourquoi le travail, ça doit toujours être douloureux, quoi, hein. C'est pas possible, en fait. Il y a moyen, on a des partenaires avec lesquels, on dit partenaires, avec lesquels on crée de la valeur ensemble. Donc, on s'est relié de plus en plus avec ce type de partenaires en évacuant les autres. Après, dans le fond du fond, on reste toujours dans un contexte économique dur. Enfin, dur comme tout le monde, quoi. Concurrentiel, où il faut faire les efforts de productivité, il faut que la sécurité soit là, etc., etc. Voilà. Avec un effectif qui a toujours, jusqu'ici, qui a toujours cru. Là, on est en train de licencier, et là, ça fait. C'est marrant. Moi, j'ai mal au dos aussi depuis. C'est complètement dingue quand j'ai entendu ça. Oui, des effectifs nous, en fait, on a eu 15 ans de success story, croissance, etc. Et là, depuis 3 ans, c'est très dur. Donc, avec des effectifs qui, non, on a des compressions de personnel, etc. Aussi dû au marché, dû à plein de choses. Voilà. À des erreurs internes, à de l'interne et de l'externe, c'est toujours un mélange. Eh bien, merci beaucoup, Alexis. De rien.